Philosophie et socialisme. Jean Jaurès. Messieurs, vous avez bien voulu suivre l'an dernier nos recherches sur la valeur de la connaissance humaine. Nous n'avons pu qu'effleurer ce grand sujet, puisque nous n'avons traité que de la perception extérieure, et dans la perception, de la sensation. Cette analyse restreinte nous a suffi pourtant à établir que l'antagonisme de la science et de la conscience, au moins dans ce problème spécial, n'était qu'apparent. Mais nous avons pressenti que de même à propos de toutes les questions, à propos de Dieu, du devoir, de la liberté, le conflit de la science et de la conscience pouvait se résoudre à l'harmonie. J'aurais aimé poursuivre avec vous ces tranquilles recherches qui peuvent bien passionner les âmes quand elles en ont compris la grandeur, mais qui n'y laissent aucun ferment de dérision, de colère ou de haine. Et, à vrai dire, je n'y renonce pas. Nous retrouverons ces problèmes. Ils sont éternels. Mais cette année, le cours obligé de mes travaux m'amène à traiter devant vous une question d'un tout autre ordre, et qui touche de plus près aux passions les plus ardentes de notre temps. C'est l'origine du socialisme allemand dans la philosophie allemande que nous étudierons. Je ne m'excuse point d'aborder ici un pareil sujet. Je ne crois pas que l'enseignement public puisse se désintéresser des problèmes contemporains, de ceux-là même qui intéressent l'âme et où la discussion ressemble encore à un combat. Le socialisme allemand, tel que Marx et Lassalle l'ont défini et constitué, a des racines profondes dans la pensée allemande. Ce grand parti, qui peut avoir sur les destinées générales de l'Europe et sur les destinées particulières de notre pays une si grande influence, ne peut être bien compris que si on le ramène à ses origines intellectuelles. Et il n'est point sans intérêt de montrer, si je puis dire, la pensée en œuvre, façonnant peu à peu les faits et se dressant pour l'action. Il y a beaucoup d'esprits qui dédaignent la philosophie, c'est-à-dire, au fond, la pensée tant qu'elle reste une force intime et pour ainsi dire invisible. Peut-être seront-ils moins tentés de la regarder comme une vanité en la voyant devenir une force extérieure, concrète et presque brutale. Je sais bien que la pensée socialiste, parce qu'elle touche à des intérêts matériels, remue des passions, des colères, des appétits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on entend d'habitude par la philosophie. On dirait que l'humanité, en déplaçant son idéal, ne fait que déplacer ses haines. Dans les siècles de foi, quand elle s'appliquait tout entière à connaître Dieu, à le définir, elle était déchirée par les dissentiments dogmatiques et les haines théologiques. Aujourd'hui, elle semble se désintéresser en masse des problèmes suprasensibles. Elle s'applique surtout à organiser la justice dans l'ordre matériel, et c'est par les haines politiques et sociales qu'elle est travaillée. L'odium theologicum a été remplacé par l'odium politicum. Et alors, il y a des esprits sages et amis de la paix qui nous disent laissez les questions agitées et allez trouver dans le passé les questions qu'a désertées la haine. Non, certes, ce n'est pas en fuyant dans le passé que nous voulons échapper à la haine, mais en élevant au-dessus des régions de la haine les problèmes de l'heure présente.
La haine sort du conflit des appétits intéressés et des passions brutales, l'orgueil et l'amour de la domination. Elle n'est jamais sortie de la pensée. La pensée, par essence, ignore la haine. Si des passions humaines se sont mêlées de tout temps aux grands problèmes religieux, c'est que la religion n'a jamais été dans le monde à l'état de pure pensée, de vie intérieure. Elle a toujours été prise dans des organisations politiques et sociales qui mettaient en jeu la convoitise, l'ambition, l'orgueil. Et si, en partant de Dieu, les théologiens arrivaient à la haine, s'ils combattaient avec une ferveur mauvaise et une sorte de rage ce qui définissait Dieu autrement, c'est qu'à ce moment même, au fond de leur âme, ils cessaient de penser à Dieu. L'odium theologicum ne s'éveillait en eux qu'au moment même où, sans s'en douter, ils ne faisaient plus de théologie. Donc, dans les questions mêmes que le socialisme a soulevées et qui touchent à tant de passions, le vrai moyen de supprimer la haine, c'est de rappeler le problème social à ses origines intellectuelles. Ce sont des croyants et des penseurs qui ont formé le grand rêve de la justice sociale, et à l'heure même où ils le formaient, leur âme était pleine d'amour. Et si nous voulons que le problème social ne dégénère pas en un conflit haineux d'intérêts matériels, nous devons rouvrir sans cesse les sources vives de pensée d'où le socialisme a jailli, et que le temps, l'ignorance des hommes et les passions risquent toujours d'obstruer. Voilà pourquoi, jusque dans ces problèmes qui sont descendus dans la rue, faire œuvre de philosophie, c'est faire œuvre de paix. Le socialisme est avant tout une philosophie. Tout d'abord, il proclame que la société a le droit d'intervenir dans les relations économiques des hommes entre eux, dans les contrats de travail. C'est-à-dire, comme le métier est pour la plupart des hommes toute la vie et que la condition des hommes agit sur leurs sentiments, la société est investie du droit d'agir directement sur la vie des individus et indirectement sur leur conscience. Droit immense et redoutable et qui veut être justifié. Qu'est-ce donc que la société? Et d'où peut-elle tenir des droits? Je sais bien que dans les discussions, dans les polémiques de parti, le socialisme justifie avant tout par des analogies ses prétentions les plus audacieuses. La société, dit-il, intervient en fait dans la vie des individus, par la police, par l'impôt, par le service militaire, par l'éducation publique obligatoire. Peu à peu, ces diverses interventions sociales, d'abord contestées par un nombre plus ou moins grand d'individus, sont acceptées de tous. Pourquoi la société n'étendrait-elle pas son action jusqu'aux conditions mêmes de la vie, jusqu'aux relations du travail? Mais ce n'est pas définir le droit de la société que constater l'usage grandissant qu'elle fait de sa puissance. Et puis, le mot même de société est équivoque. Si vous y prenez garde, il n'est pas employé dans le même sens quand il s'agit de l'impôt et du service militaire et quand il s'agit de l'organisation du travail. Tantôt, sous le mot de société, nous entendons surtout la patrie, et tantôt, nous entendons surtout l'humanité. Quand nous disons que la société a le droit d'exiger de tous ses membres qu'ils aillent à l'armée pour la défendre, nous parlons d'une société de fait, constituée par l'histoire, d'une nation qui a ses frontières, son existence propre, ses traditions propres, ses intérêts particuliers. Sans doute on peut légitimer indirectement, au nom de l'humanité elle-même, l'obligation du service militaire imposée par une nation à tous ses membres, car on peut dire que les nations, distinctes et indépendantes, sont dans l'état actuel du monde une garantie de liberté pour les peuples et une condition de progrès pour l'humanité. Dès lors, c'est servir l'humanité que de contribuer à la force armée de la nation où l'on est né. Mais en fait, l'obligation du service militaire se justifie surtout par l'existence même de la patrie, c'est-à-dire par la solidarité historique d'un certain nombre d'hommes entre eux. C'est l'histoire ici, c'est le fait qui est le fondement du droit. Seulement, il n'y a pas dans l'histoire humaine de faits bruts, et si j'ose dire matériels. L'histoire est faite avec des sentiments, des passions, des idées. Et la patrie n'est pas un simple résumé d'événements, elle est avant tout un résumé de dévouement. Voilà pourquoi la patrie, tout en reposant sur l'histoire,
repose en même temps sur la conscience, car la conscience a pénétré l'histoire. Voilà pourquoi la patrie, qui n'est qu'un fait et qui ne peut se légitimer par l'idée absolue du droit humain, est un fait sacré, supérieur en un sens au droit abstrait, puisqu'il contient la substance même d'innombrables consciences et qu'il atteste l'unanimité dans le sacrifice. Mais il n'est pas possible de conclure du droit historique que la société entendue comme patrie a sur ses membres, un droit dont le socialisme voudrait investir la société sur la vie même des individus, en dehors de la tradition, en dehors de l'histoire. La patrie a été voulue depuis des siècles, clairement ou obscurément, par des millions de consciences. Pouvons-nous dire que le socialisme a été voulu de même depuis des siècles par des millions de consciences, et qu'il a lui aussi sa légitimité historique? En tout cas, les aspirations vers la justice sociale n'ont pas pris corps dans l'histoire sous la forme d'une patrie. Il n'y a pas eu dans le monde un peuple qui se soit exclusivement voué à la réalisation de la justice, et qui n'ait reconnu d'autre base de sa nationalité qu'une idée commune du droit humain. Les peuples ont pu, arriver à la réflexion, diriger leur propre histoire, ou tout au moins l'interpréter dans le sens de la justice. Mais c'est par des liens plus obscurs et par des affections plus instinctives qu'ont été liés de tout temps les cœurs des hommes dans une même patrie. Il n'y a donc pas eu dans le monde un peuple de justice. Il n'y a pas eu une patrie du socialisme, et le socialisme ne peut pas revendiquer pour lui-même, par analogie, la puissance propre de l'idée de patrie. Bien loin de pouvoir s'appuyer sur l'histoire, il prétend réformer et abolir l'histoire, car c'est elle qui a créé, selon lui au moins pour une large part, les inégalités sociales, les classes et les castes qui subsistent encore à peine déguisées dans les sociétés actuelles. La patrie accepte tout son passé, toute son histoire. S'il y a eu des erreurs commises et même des crimes commis par ses enfants, elle les déplore, mais elle n'accepterait pas qu'on les retranchât de la réalité. Car la patrie sort de l'histoire, et mutiler l'histoire, ce serait mutiler la patrie. Les violences, les erreurs, les fautes, les crimes même font corps avec la vie nationale. Par là, la patrie comprend tous les éléments de la nature humaine, et elle contracte, si je puis dire, un caractère poignant de réalité. Au contraire, le socialisme guette pour ainsi dire l'histoire à chacun de ses pas pour lui arracher le secret d'une iniquité dont les effets persistent encore, pour s'armer de cette iniquité contre la société présente. Et ne pouvant abolir l'histoire dans le passé, il veut du moins abolir dans le présent tout le mal légué par l'histoire. Ainsi, par exemple, il s'efforce d'établir que le paysan n'a pas autant qu'on le dit acheté durant la Révolution les biens nationaux, qu'aujourd'hui même il possède à peine et dans des conditions absolument précaires un quart de la terre de France, que les biens nationaux ont été achetés pour la plus grande part par des bourgeois déjà aisés, dont plusieurs faisaient partie de cette bourgeoisie privilégiée qui s'était affranchie comme la noblesse du paiement de l'impôt. Qu'au demeurant, les nobles ou les alliés roturiers des nobles possèdent encore plus des trois quarts des biens qu'ils possédaient avant la Révolution et qu'ils tenaient de la conception féodale. Et qu'ainsi, en fait, à l'heure présente, la répartition des biens dans notre pays est réglée par l'Ancien Régime, avec sa bourgeoisie privilégiée par la féodalité, avec sa noblesse territoriale. Ainsi, tandis que la patrie ordonne et prolonge tous les faits passés en de mystérieuses et attendrissantes perspectives, le socialisme amène tous les faits du passé au premier plan pour les mieux juger, et il traîne l'histoire tout entière sous la lumière immédiate de l'idée de justice. On ne peut donc pas, encore une fois, conclure de l'une à l'autre. Quand nous passons du service militaire obligatoire à l'instruction publique obligatoire, le droit de la société a un autre fondement, et le mot même de société a un autre sens. Tout à l'heure, quand il s'agissait du service militaire, le droit de la société était surtout le droit de la patrie. Maintenant, ceux qui soutiennent le droit qu'a la société d'imposer l'instruction à tous ses membres font appel en partie à l'idée de patrie, en partie à l'idée d'humanité. Ils disent d'abord que tous les citoyens d'une même nation sont solidaires, et que l'ignorance des uns peut être nuisible aux autres, et qu'elle peut avoir le plus fâcheux effet sur la conduite des affaires politiques intérieures et extérieures, et sur les destinées mêmes de la nation.
Ils ajoutent, par une conséquence presque forcée, que la meilleure éducation, celle qui garantit le mieux les intérêts de la communauté, c'est l'éducation publique donnée par la communauté elle-même en vue de la communauté, et que l'unité morale d'un pays est pour lui une garantie de grandeur ou même une condition essentielle de durée. Ici, vous le voyez, le droit de la société est défini par le droit et l'intérêt de la patrie, et la société apparaît comme la patrie elle-même. Mais en même temps, ils disent que tout homme, par cela seul qu'il est homme, a droit à sa part du savoir humain et de la culture humaine, et qu'il doit connaître l'essentiel des résultats positifs acquis par l'humanité, et qu'il doit être mis en état de juger toutes les questions en homme, c'est-à-dire avec une libre conscience et une libre raison. Ici, ce n'est plus au nom de l'intérêt de la patrie que la société légifère, c'est au nom de l'humanité définie avant tout par la liberté et par la raison. C'est en réalité l'humanité elle-même qui légifère dans la nation. L'humanité n'est point parvenue, et peut-être ne parviendra-t-elle jamais, à former un seul corps. Il n'y a pas un État universel qui soit, selon l'expression de Bluntschli, le corps de l'humanité. Mais cela n'empêche pas l'humanité en tant qu'humanité d'agir. Car lorsque les sociétés particulières, les nations, ne peuvent justifier leur action que par l'idée d'humanité, elles ne sont plus des nations, elles sont des organes distincts de l'humanité. Ainsi, dans l'idée complexe de société, nous voyons l'idée d'humanité apparaître et grandir. Et lorsque le socialisme demande plus de justice dans les relations économiques des hommes entre eux, lorsqu'il réclame une organisation du travail qui empêche l'écrasement des faibles et qui assure à tous le plein développement de la liberté de conscience, de la vie de famille et de la vie de l'esprit, et lorsque, ayant proposé son idéal aux intelligences, il prétend le faire entrer dans les faits par l'action légale, il ne peut pas fonder son droit sur le droit de la patrie, car la patrie, quelle qu'elle soit, et quelles qu'aient pu être ses aspirations particulières vers le droit, n'est pas avant tout une œuvre de justice, une fondation de justice, et elle peut subsister sans l'application de la justice absolue. Elle n'a pas besoin pour se défendre contre l'étranger de remanier son ordre social, et elle peut éblouir le monde de l'éclat de son génie en laissant dans les ténèbres de la misère des millions de ses enfants. Il est bien vrai que les sociétés antiques ont péri, ou du moins semblent avoir péri, parce qu'elles reposaient sur l'esclavage, et qu'il y a à la base des sociétés actuelles une sorte d'esclavage déguisé qui peut bien être un péril pour elles. Mais c'est un péril incertain. Et puis, toutes les nations ont aujourd'hui le même régime social. Et il n'y aurait nécessité nationale pour elles à le modifier que si une d'elles s'était risquée déjà à le changer et avait trouvé dans ce changement un surcroît de force offensive ou protectrice. De plus, le socialisme veut affranchir le travailleur pour affranchir l'homme. Or, je sais bien que le travail peut être considéré comme une des forces du pays, comme une des fonctions de la patrie. Et lorsqu'il s'agit de défendre le travail national contre la concurrence étrangère, c'est bien au nom du droit patriotique que la société légifère. Mais le but du socialisme est précisément de supprimer, d'exclure du travail la lutte, le conflit brutal des intérêts et des forces. Il entend substituer au régime de la concurrence à outrance au dedans et au dehors un régime d'organisation et d'harmonie qui assure la vie de tous sur des bases rationnelles. Dès lors, le travail n'est plus pour lui un élément de la nation armée, mais une fonction de l'humanité pacifique. Lorsque nous disons aux protectionnistes vous acceptez, vous réclamez l'intervention de l'État pour protéger vos industries, pourquoi n'acceptez-vous point la même intervention de l'État en faveur des faibles, des déshérités de l'ordre social? Nous avons raison de le leur dire, car nous les obligerons par là ou à nous donner leur assentiment, ou à confesser leur propre principe, qui est que chaque nation doit s'armer le plus possible contre les autres, c'est-à-dire armer le plus possible les plus forts de ses enfants, sans aucun souci des autres, sans aucun souci de l'humanité. Mais théoriquement, on ne peut conclure du protectionnisme, qui est fondé sur le droit étroit de la patrie, au socialisme, qui est fondé sur le droit de l'humanité. Ce n'est pas que le socialisme le plus absolu ne puisse se concilier avec le patriotisme le plus ardent,
Ou plutôt, à mon sens, le socialisme est à l'heure actuelle la meilleure part d'un patriotisme éclairé. La France comme nation ne saurait rêver un plus grand rôle dans le monde et plus profitable que d'être pour tous les peuples et par son exemple l'initiatrice hardie de la pleine justice. Mais il ne s'agit pas, à ce moment de notre discussion, de concilier le sentiment patriotique et les aspirations socialistes. Nous cherchons le fondement théorique absolu du socialisme, et nous constatons qu'il ne repose pas sur l'idée de patrie et sur le droit de la patrie, mais sur l'idée d'humanité et sur le droit de l'humanité. Dès lors, une grande inquiétude nous saisit. Et quoi? Pour obtenir dans la vie des hommes et au plus profond de leur vie un changement radical, nous n'avons d'autre force, d'autre secours que l'idée encore bien faible et bien vague d'humanité. Bien mieux, nous n'avons d'autre droit que le droit de l'humanité. Et ce droit, où donc est-il? Où donc est l'humanité elle-même? Vous voyez comment le problème social devient presque aussitôt un problème philosophique. Le socialisme ne peut être que dans la mesure où l'humanité existe. Et le droit du socialisme ne peut être défini que dans la mesure où le droit de l'humanité peut être défini. Or, l'humanité n'a point, si je puis dire, une existence extérieure. Il y a sur notre planète des êtres dont la statistique n'a point encore donné le nombre et qui ont entre eux, avec des différences innombrables de taille, de couleur, de physionomie, d'habitude, une certaine conformité organique et cérébrale. Nous ne savons pas du tout s'ils descendent d'un même couple et s'ils sont parents au sens ordinaire du mot. Ils s'ignorent pour la plupart les uns les autres, et sauf quelques étrangers qui sont bien loin de pénétrer partout, ils vivent comme s'ils étaient les seuls de leur espèce. En vérité, ils semblent n'avoir d'autre lien que d'habiter la même terre et de fournir sous le scalpel du savant les mêmes résultats. On pourrait dire de l'humanité, comme jadis de l'Italie, qu'elle n'est qu'une expression géographique, ou tout au plus une expression physiologique. Oui, si nous ne regardons que le dehors des choses, et si j'ose dire, la figure extérieure du monde. Mais il y a dans tous ces êtres qui s'ignorent un même principe de pensée et de liberté. Et par ce principe, il peut y avoir une communication mystérieuse et idéale de tous les hommes dans l'humanité. Pensez-vous que l'humanité existera et qu'elle sera une le jour où toutes les races et tous les peuples se pénétreront? Non, certes, cela ne suffit point. Ce n'est pas dans la fréquentation superficielle des échanges et des voyages, c'est au plus profond des âmes qu'est l'unité de la race humaine. Dans ces grandes foules d'hommes de tout pays qui sont venus, comme dans les pèlerinages des siècles passés, à l'exposition universelle, ceux-là seuls étaient voisins qui avaient dans le cœur la même pensée. Et si de deux hommes assis côte à côte dans l'herbe pour assister à l'illumination de la tour, l'un était distrait par une pensée d'égoïsme, l'autre tout entier à de nobles espérances, ils étaient séparés par un abîme. Et le sauvage inconnu qui, au lever de la lune dans la forêt impénétrable, s'abandonnant à son rêve de douceur, était vraiment notre frère sans avoir été notre visiteur. Il y a une même vie qui est répandue dans les âmes sans y être disséminée. L'espace ne sépare pas les âmes, il ne dissémine pas la vie réelle de l'humanité, car l'espace même, comme l'an dernier nous le disions, fait partie de l'unité de Dieu. L'humanité ne peut donc être une que d'une unité morale et spirituelle. Et voilà pourquoi le socialisme ne peut s'appuyer que sur les doctrines qui ont affirmé et justifié l'unité humaine. Je dirais volontiers, il y a trois doctrines qui ont affirmé l'humanité. La doctrine stoïcienne, la doctrine chrétienne et la doctrine kantienne. En comprenant dans ce nom toutes les philosophies qui, au XVIIIe et au XIXe siècle, ont proclamé la valeur absolue de la personne humaine par le droit et la liberté. Je dis qu'il y a là trois doctrines, mais si cela ne m'écartait pas de mon sujet, j'essayerais de montrer que c'est la même pensée, le même rayon de lumière humain réfracté dans trois milieux différents, en résignation splendide et en charité orgueilleuse dans l'aristocratie de la Rome impériale, en douceur évangélique dans les foules de souffrance et d'espérance,
en fierté morale et en respect du devoir, dans nos sociétés modernes qui, ayant à peine affirmé le droit de l'individu, cherchent un refuge contre les périls de l'égoïsme et les tentations de l'isolement, dans la majesté de la loi morale, dans l'unité du devoir qui fonde et préfigure l'unité humaine. Dieu s'est uni dans le Christ à l'humanité tout entière, et tous les hommes sont frères en Dieu, tous les hommes sont des membres du Christ. La philosophie de la personne humaine proclame que tout homme a une valeur absolue parce qu'il est libre et qu'il peut obéir au devoir. Aucun homme ne peut être un instrument aux mains d'un autre homme. Aucun homme n'est un moyen. Tout homme est une fin. Et comme tous les hommes ne sont libres que pour accomplir le devoir et que le devoir est universel, toutes ces volontés libres forment dans le devoir une unité. Il y a une république des volontés libres. Il y a une république des fins. Ainsi, dans le christianisme comme dans le kantisme, l'humanité est réalisée. Elle est. Mais elle est plus et mieux qu'un fait. Si l'humanité n'était pas fondée sur un principe spirituel et moral, si elle résultait simplement de la communication des hommes entre eux dans toute l'étendue de la planète, ou même de leur organisation en un seul corps politique, elle n'aurait qu'une réalité tout extérieure. Elle serait en fait plus vaste que les autres, mais enfin, un fait, elle n'aurait d'autre légitimité que la légitimité de l'histoire. Et on se demande comment elle aurait le droit d'intervenir dans les conditions de la vie intellectuelle, pour agir même indirectement sur la direction de la pensée et de la conscience. Mais elle a pour fonction dans le christianisme de réaliser dans sa sphère l'union de Dieu et des créatures, et la communion des êtres en Dieu. Elle a pour mission dans la philosophie de la personne humaine de réaliser dans l'ordre même de la nature, c'est-à-dire de la nécessité, la liberté par la raison. Ainsi, l'humanité, en même temps qu'elle est un fait dans l'histoire, est un droit dans l'absolu. Et si précaires que soient ses conditions d'existence, et peut-être son existence même, elle se rattache à l'ordre éternel. Et comme Dieu est le seul être qui tienne son existence de son essence même, suivant la formule de Spinoza, et qui soit tout ensemble le fait et le droit, l'humanité, dans la mesure où elle participe à Dieu, est en même temps qu'un fait périssable, en droit éternel. Dès lors, l'humanité a le droit de se chercher et de se réaliser elle-même dans tous les individus humains. Elle a le droit de les éveiller tous à la pensée, à la liberté, à la conscience, à la claire notion du droit. Et si les conditions que l'ordre social fait à des millions d'êtres humains sont contraires à la vie de l'esprit, à la fermeté de la conscience, à la douceur des affections, elle a le droit de requérir la transformation radicale de l'ordre social et la substitution de l'idée d'humanité à la brutalité de l'histoire. Dès lors, le socialisme est justifié et nous reprenons courage, car il n'aura pas seulement pour lui les revendications immédiates de ceux qui souffrent, il aura pour lui le rêve mystique des âmes tendres et l'austère fierté des consciences libres. Mais prenons garde. Est-ce que nous n'allons pas instituer un dogme nouveau aussi oppressif que les autres? Est-ce que nous ne prétendons pas façonner l'ordre social et régler la vie même des individus sur une conception théologique ou métaphysique? Et le socialisme organisé ne risque-t-il pas de devenir l'église de l'humanité? Noble église à coup sûr, mais intolérante aussi à sa manière et contraignante. Non, certes, car l'idée d'humanité sur laquelle le socialisme repose n'est pas distincte de l'idée profonde de liberté. La communion des êtres en Dieu n'est possible que par un libre élan intérieur d'amour. Et le devoir n'a une valeur absolue que parce qu'il se confond dans la personne humaine avec la liberté morale. Ainsi, développer l'humanité, c'est au fond développer la liberté. Mais la liberté vraie, ce n'est pas cette liberté d'indifférence qui est supposée choisir presque arbitrairement le pour et le contre, et qui est par définition toujours égale à elle-même. La liberté vraie, c'est l'adhésion intérieure au devoir et à la raison, sous la seule action du devoir et par la seule influence de la raison. Mais l'homme tient à l'animalité, et il fait partie de la nature.
C'est dire que la raison et la liberté pour se développer en lui rencontrent des obstacles sans nombre. L'ignorance, la misère, la fatalité des instincts héréditaires dans les âmes incultes en qui l'hérédité est presque tout, la force des convoitises et des appétits déchaînés par le mouvement même de l'ordre social. Et enfin, ce sombre désespoir qui est la négation même de la raison, puisque la raison communiquant avec l'Éternel englobe nécessairement l'espérance, mais désespoir inévitable pour la plupart des âmes humaines à un certain degré de misère, surtout à un certain degré d'abandon et qu'on pourrait appeler la folie de la souffrance. Et quand l'humanité interviendra pour régler ces désordres, elle ne portera pas atteinte à la liberté. Elle lèvera au contraire les derniers obstacles qu'oppose la nature à la liberté et à la raison. J'avais bien raison de dire que le socialisme était avant tout une philosophie, puisqu'il suppose tout d'abord une idée vraie de l'humanité et une idée vraie de la liberté. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas que le socialisme soit légitime, il faut encore qu'il soit nécessaire. Or, il y a un optimisme superficiel que mon excellent ami, M. Duménil, définissait jeudi d'une façon remarquable, et qui se résume à dire les choses s'arrangent d'elles-mêmes. La nature est bonne et les lois de la nature, dans la société humaine comme dans le monde, sauront bien réaliser l'ordre et le progrès, la liberté et le droit, sans que vous vous en mêliez. Les harmonies économiques de Bastia continuent les harmonies de la nature de Bernardin de Saint-Pierre. Les loups sont particulièrement utiles aux agneaux en les excitant à la vigilance. Et les capitalistes accapareurs sont particulièrement utiles aux pauvres gens en les empêchant de s'endormir dans la routine du Moyen Âge. À la bonne heure. Et vous voyez bien qu'il faut savoir aussi ce que c'est que la nature. La nature, à nos yeux, n'est ni radicalement bonne ni radicalement mauvaise. Ou plutôt, elle ne vaut pas la peine qu'on décide si elle est bonne ou mauvaise, car elle n'a pas une existence propre. Si vous vous rappelez quelques-unes des conclusions auxquelles nous avions abouti l'an dernier, ce qui est, c'est l'être infini, absolu, parfait. Mais l'être, par cela même qu'il est l'être et qu'il soit éternellement de lui-même et à la fois acte et puissance, c'est-à-dire Dieu et nature. Et par cela même qu'il est parfait, il veut mériter et conquérir la perfection. Il s'appesantit dans la matière à demi passive et aveugle. Il se dissémine dans les consciences errantes et chancelantes, et il cherche dans un universel effort mêlé de souffrance et de doute l'unité idéale et l'idéale perfection. Et ce que nous appelons la nature, c'est l'ensemble des résultats acquis et des forces organisées à un moment précis de l'évolution incertaine et troublée de Dieu vers lui-même. Dès lors, on peut dire qu'elle est bonne en ce qu'elle réalise partiellement Dieu, et on peut dire qu'elle est mauvaise en ce qu'elle contient d'innombrables obstacles à un développement plus large de la vie divine dans les choses et dans les êtres. En tout cas, c'est sur l'idée de l'infini qu'on la mesure, c'est avec la raison qu'on la juge, et il est absurde d'exiger l'abdication de la raison agissante devant la bonté présumée de la nature. J'ai l'air d'avoir tracé une esquisse théorique du socialisme et une justification de sa légitimité, mais en même temps, je marquais les grands traits de l'histoire de la pensée allemande qui a préparé le socialisme allemand contemporain. De la Réforme jusqu'à Marx, Lassalle, Scheffel, il y a un développement continu de la philosophie socialiste. Et partout, la pensée socialiste est liée à une conception métaphysique et religieuse. Luther, en renouvelant l'idée de la communion humaine en Dieu et en affirmant l'humanité mystique, aboutit nécessairement, quoique de façon incomplète, à une conception nouvelle de l'ordre social. Et tout en discutant avec vous les œuvres de Luther qui traitent directement du problème social, son libellé De Pueris Instituendis et son traité De Usuris, si prodigieusement vivants qu'on les croirait écrits d'hier, nous en marquerons la place dans l'ensemble de sa pensée et de son œuvre. Je n'ose pas dire que le socialisme de Luther et de la Réforme est le socialisme chrétien. Ce serait là son véritable nom, mais le mot de socialisme chrétien a été appliqué de nos jours à un socialisme bien différent,
puisqu'il fait de l'Église, c'est-à-dire de la hiérarchie catholique, le principal organe de la réforme sociale. Je dirais donc que le socialisme de la Réforme est fondé sur l'idée chrétienne de l'humanité. La philosophie de Marx, 3 siècles après, marque après la Réforme la seconde phase de la vie intellectuelle et sociale de l'Allemagne. Car Leibniz, après tout, ne fut pas un cas isolé. Et nous voyons tout de suite avec l'illustre disciple de Kant, avec Fichte, le socialisme complet, le collectivisme défini sortir de la philosophie de la personne humaine, de la philosophie de la liberté. Fichte a répandu ses idées sociales dans plusieurs parties de son cours, mais il les a résumées avec une admirable vigueur dans son traité de l'état commercial fermé. Nous nous y arrêterons avec complaisance, d'abord parce que la doctrine de Karl Marx et de Lassalle y est presque tout entière, sauf quelques traits, et que c'est là surtout que nous surprenons la liaison étroite du socialisme militant et de la pensée allemande. Puis parce que la réponse la plus éclatante que le socialisme puisse opposer à ceux qui voient en lui une menace pour la personnalité humaine, c'est de le saisir à peu près dans ce moment même où il sort de la philosophie de la personnalité, déjà propagée ou presque par le plus indépendant, le plus fier, le plus ombrageux des hommes, par celui qui a créé la philosophie de vie, ce qui a entraîné une vie inquiète et errante, pour ne jamais abandonner une parcelle de sa liberté, fidèle comme Marx lui-même était plein de Rousseau, et le socialisme des philosophes allemands a été dès le premier jour le trait d'union de la France et de l'Allemagne. Rousseau a inspiré à la fois la France et l'Allemagne, mais diversement, chose étrange et qui montre bien la fécondité de sa pensée et l'incomparable grandeur de son cœur. Il y avait deux parties dans la philosophie de Rousseau, une partie politique et une partie sociale. C'est surtout par la partie politique qu'il a agi sur la France et par la partie sociale qu'il a agi sur l'Allemagne. Il a légué la République à la France et le socialisme à l'Allemagne. Et l'œuvre de Rousseau ne sera achevée, elle n'apparaîtra dans son unité grandiose, que lorsque les deux parties de sa pensée se seront rejointes dans les deux pays, et qu'en Allemagne le socialisme aura abouti à la République, et qu'en France la République aura abouti au socialisme. L'exemple de la France, chez qui la philosophie avait produit la Révolution, a certainement encouragé le socialisme doctrinal de l'Allemagne à s'organiser pour l'action, à devenir un parti. Mais ici encore, la philosophie allemande, avec Hegel, a concouru à cette transformation. Hegel a proclamé la loi de l'évolution universelle dans le monde, dans la société, dans les idées. Il n'y a pas d'institution éternellement vraie. Chacune n'est qu'un moment dans une évolution nécessaire. Karl Marx a renouvelé cette idée et l'a appliquée à l'économie sociale. Tandis que l'économie politique concevait la forme actuelle de la production comme nécessaire et éternelle, Marx a montré, à la lumière de l'hégélianisme, que le capitalisme n'est qu'une forme momentanée de l'histoire, et qu'un régime nouveau peut être institué avec le concours même des choses. De ce jour, le socialisme tournait à l'action. Il devenait un parti. C'est dire que le socialisme allemand relevait de la pensée allemande non seulement dans son principe, mais dans son organisation, et qu'il lui a emprunté, avec ses idées essentielles, le ressort même de son activité.